Bismillah wa salat wa salam ala rasoulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter un cours intitulé Les antennes. Donc, pour les Master 1, normalement, système de télécommunication. Donc, on va voir le fonctionnement et les propriétés avec les différents modèles. La première partie, le fonctionnement et propriétés, on va voir le rôle de l'antenne. Deuxièmement, le courant dans une antenne. Quelle rayonne une antenne? La longueur d'onde. Faut-il une antenne pour émettre? Le rayonnement et blindage. Caractéristiques d'une onde plane. Le rayonnement d'une antenne isotrope. Le gain d'une antenne directive. Les diagrammes de directivité, les critères de choix d'une antenne, le champ créé par une antenne directive, des bilans de puissance d'une liaison, exemple de calcul de tension reçu, la pire d'un satellite, la portée d'un émetteur avec des exemples de calcul de portée, bien sûr l'antenne en réception. On va commencer par le rôle de l'antenne. Nous avons toujours un système de communication radio transmis des informations par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique OEM, onde électromagnétique. Donc, l'émetteur, nous avons la source, en plus de l'information qui passe à travers un émetteur. Donc, à la sortie, on aura un signal qu'on va le multiplier avec la porteuse modulée à travers une antenne d'émission. Et à la réception, j'aurai la même chose, mais c'est tout à fait l'inverse. Donc, ici, j'ai les ondes électromagnétiques. Antenne de réception, la porteuse modulée, l'entrée à le récepteur, l'information et la sortie, c'est pour l'utilisateur. Donc, nous avons l'antenne d'émission reçoit les signaux électriques de l'émetteur et produit l'onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique se propage dans l'espace autour de l'onde de l'émission, autour de l'antenne d'émission. En fonction du type et de la forme d'antenne utilisée, certaines directions de propagation peuvent être privilégiées. Nous avons la puissance produite par l'émetteur et appliquée à l'antenne se disperse dans l'espace. L'antenne de réception capte une faible partie de cette puissance et la transforme en signal électrique. Ce signal électrique est appliqué à l'entrée du récepteur qui en extrait l'information transmise. Donc, nous avons les phénomènes physiques mis en jeu dans l'antenne étant réversibles. Le même dispositif peut servir pour l'émission et pour la réception, sauf dans le cas des émissions de forte puissance. Maintenant, pour le courant dans une antenne, nous avons l'émetteur produit une porteuse sinusoïdale modulée à la fréquence F qui est conduite à l'antenne par un câble coaxial. Par exemple, ici, le courant est de T et on voit qu'il est éclairement fort, éclairement moyen, éclairement faible et la sortie à travers un oscillateur d'à peu près 350 MHz. Donc, j'ai que l'antenne est alors parcourue par un courant I de T ayant les caractéristiques suivantes. Le courant I de T est sinusoïdal à la fréquence de la porteuse. Le courant n'a pas la même intensité en tout point. Ce courant peut occasionner des pertes, joules si les matériaux utilisés sont de mauvaise qualité, alimenté par la tension V de T absorbant un courant I de T. J'ai que l'antenne présente donc une impédance équivalente ZA. Cette impédance dépend toujours de la fréquence, elle est résistive pour certaines longueurs uniquement. Pour que toute la puissance fournie par l'émetteur soit rayonnée, il faut adapter le câble en sortie, ce qui supprime l'onde réfléchie. Donc, nous avons souvent le câble à une impédance ZC égale à 50 ohms. On s'efforce donc de fabriquer des antennes d'impédance 50 ohms. Donc, j'ai l'émetteur.
À la sortie, j'aurai une onde incidente qui le courant I2T qui passe à travers la tension au bord du signal de sortie, donc l'impédance équivalente ZA et câble d'impédance caractéristique ZC, mais on ne peut pas avoir l'onde réfléchie le même sens de l'onde incendite. Que rayonne une antenne? Donc, nous avons le courant qui circule dans le brin rayonnant produit dans son voisinage, une onde électromagnétique. L'onde électromagnétique est constituée d'un champ électrique grand E et un champ magnétique grand B. Les vecteurs E et B existent en tout point grand M autour de l'antenne et aussi au rythme du courant et donc de la porteuse. Nous avons leur module n'est pas le même partout et dépend du type d'antenne utilisée, de la position du point de mesure grand M. Donc, on voit ici la puissance, un câble de 50 ohms avec un émetteur et on aura que l'essentiel de la puissance est le rayonné à l'horizontale et très peu de puissance rayonnée vers le bas. Donc, pour la vidéo, il y a des variations de E et B le long d'un axe. Donc, on trouve le rouge, c'est bien le vecteur E et en mauve, c'est le vecteur B. La longueur d'onde, donc nous avons à un instant donné la répartition des champs le long d'un axe et sinusoïdale et la distance entre deux maxima et la longueur d'onde. Donc, j'ai que la longueur d'onde est liée à la fréquence F de la porteuse par lambda égale à C sur F, avec C égale à 3 par 10 à la puissance 8 mètres par seconde, qui est à peu près égal à 300 000 km par seconde. Donc, ici, on voit la figure, la longueur d'onde, c'est entre deux flèches rouges. C'est-à-dire, par exemple, on peut la considérer comme longueur d'onde lambda. Sachant que E et B sont deux ondes progressives, E de t égale à E cosinus oméga t moins x sur C et BT égale à B cosinus oméga t moins x sur C. Nous avons quelques repères, c'est que la fréquence 1 kHz, donc la longueur d'onde, c'est 300 km. La fréquence 1 MHz, la longueur d'onde, elle est de 300 mètres. La fréquence 100 MHz, la longueur d'onde, elle est de 3 mètres. Et c'est la fréquence, elle est de 10 GHz, la longueur d'onde, ça sera 3 cm. Et vous voyez la figure, une onde circulaire. Sachant que si la longueur d'onde n'a rien à voir avec la portée d'un émetteur, elle est contre-liée aux dimensions de l'antenne. Cinquièmement, faut-il une antenne pour émettre? En calculant les tensions et les courants dans un montage, on s'intéresse à ce que se passe dans le circuit et on oublie souvent les phénomènes importants qui se passent autour du circuit. Or, chaque portion d'un circuit placé à un certain potentiel crée un champ électrique en son voisinage. Chaque branche d'un circuit parcouru par un courant constant produit un champ magnétique en son voisinage aussi. Chaque portion d'un circuit parcouru par un courant variable produit aussi un champ électromagnétique en son voisinage. Donc, le résultat, c'est un montage électronique produit donc toujours en son voisinage une onde électromagnétique. Donc, vous avez ici une antenne boucle, une alimentation de découpage et ici on voit le spectre rayonné qui varie de 0 à une fréquence qui varie de 0 jusqu'à 50 MHz. Donc, j'ai l'antenne boucle formée de deux spires et sensible au champ magnétique grand B. En déplaçant la boucle à quelques centimètres au-dessus du montage. Donc, nous avons l'antenne boucle formée de deux spires et sensible au champ magnétique grand B. En déplaçant la boucle à quelques centimètres au-dessus du montage, on visualise le rayonnement d'une zone de circuit. Donc, vous regardez ici le sens de déplacement, sachant que ce rayonnement parasite doit toujours être rendu minimal par le concepteur de la carte. Et pour la vidéo, nous avons le spectre rayonné par l'alimentation à découpage entre 0 et 50 MHz en fonction de la position de la sonde. Sixièmement, le rayonnement et le blindage.
Dans un système de transmission de radio, c'est l'antenne qui doit rayonner l'onde électromagnétique. Les circuits d'émission sont donc placés dans un boîtier métallique servant de blindage et empêchant tout rayonnement parasite. Ce rayonnement parasite est inutile et risque de perturber les autres parties de l'équipement, en particulier les circuits logiques. Ce blindage isole aussi l'émetteur des influences extérieures qui pourraient affecter la fréquence ou le niveau de l'émission. Si l'antenne est déportée, la porteuse modulée est conduite à l'antenne par un câble coaxial qui ne rayonne pas non plus. Donc, vous avez ici le blindage de l'émetteur et ici on voit l'antenne. On a le câble coaxial à la liaison, le blindage de l'émetteur et en plus nous avons une antenne. La même chose pour le circuit HEDA. Donc HEDI, on appelle ça une antenne et ça c'est le blindage de l'émetteur. La règle toujours, on évite les fuites d'ondes électromagnétiques au niveau du circuit émetteur et on blinde soigneusement le chemin du signal jusqu'à l'antenne. Quelles sont les caractéristiques d'une onde plane? Si on trouve dans une zone située assez loin de l'antenne, j'ai que les champs E et B ont des propriétés simples. Le vecteur grand E a le même module en tout point d'un plan perpendiculaire à la propagation. E et B sont liés par, donc j'ai E égale à C fois B. Le vecteur est perpendiculaire à B, l'onde est dite plane. Les deux vecteurs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation et E et B varient en phase. Les plans où E et B sont maximum avancent à la vitesse C de la lumière. C égale à 1 sur mu0 multiplié par epsilon 0 est égal à 3 par 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, on voit ici l'antenne d'émission, la direction de propagation et E, c'est la polarisation verticale. Là, tu vois le vecteur E rouge, le vecteur B en bleu. Remarque, j'ai que la direction du brun rayonnement correspond à celle du champ électrique est appelée polarisation. Avec l'antenne verticale de la figure, c'est dessus, la polarisation est verticale. Maintenant, le rayonnement d'une antenne isotrope, l'antenne qui rayonne la puissance P0 de l'émetteur uniformément dans toutes les directions, s'appelle antenne isotrope. On ne sait pas réaliser une telle antenne en pratique, mais elle est commode pour servir des talents pour tester les antennes réelles. Donc, nous avons que S, la surface de la sphère de rayon s'écrit par S égale à 4pi par d carré. La puissance émise P0 se répartissant sur cette sphère, une surface grand S reçoit une densité de puissance P. P égale à P0 sur grand S, qui est égal à P0 sur 4pi d carré en watts par mètre carré. On montre que la densité de puissance en un point est reliée au module du champ électrique E par P égale E carré divisé par 120 pi. Donc, j'ai le récepteur, une antenne isotrope P0, la distance D, la surface S, et on dit le vecteur E et B. Et ici, on trouve le sphère de rayon grand R. Et on déduit donc que le champ grand E au niveau du récepteur E égale la racine de 120 par pi fois pi est égale à la racine de 30 P0 sur D en volts par mètre. Donc, pour les applications en émetteur de 10 watts produits à 5 km, un champ E égale la racine de 30 P0 sur D égale à 30 par 10 sur 5000 égale à 3,46 millivolts par mètre. Le gain d'une antenne directive, une antenne 5 composants passive, elle ne peut donc pas amplifier le signal, mais par une disposition particulière des brins rayonnants, elle peut concentrer la puissance P0 émise dans une direction privilégiée. Une antenne directive a un gain G de positif par rapport à une antenne isotrope dans la direction privilégiée.
Ce gain G est mesuré par rapport à l'antenne isotrope et exprimé en décibels. La directivité est caractérisée par l'angle d'ouverture à moins 3 décibels. Et vous regardez là, l'ouverture, l'angle d'ouverture à moins 3 décibels. Donc, j'ai initialement θ 0 égale à 45. Et ça, c'est la direction privilégiée. D'accord. Les diagrammes de directivité, chaque type d'antenne est caractérisé par une courbe de rayonnement spécifique qui peut être omnidirectionnelle pour les liaisons d'une base vers des récepteurs mobiles. Donc, j'ai la radiodiffusion et pour les téléphones GSM. Directive pour les liaisons point à point, fuseau-hertzien, liaison satellite, station terrestre. Et on voit ici l'émission privilégiée dans le plan horizontal, sachant qu'un brin vertical rayonne sur 360 degrés. Un Yagi pour la TV terrestre a un angle d'ouverture entre 10 et 30 degrés. La parabole a un angle d'ouverture de quelques degrés seulement. Et ici, vous voyez la direction d'émission privilégiée. Vous voyez la forme de l'antenne de cette antenne. Donc, sachant que les antennes à gain élevé sont toujours très directives puisqu'elles concentrent le faisceau dans une zone très limitée. Quels sont les critères de choix d'une antenne? Pour choisir un modèle d'antenne pour une application donnée, il faut veiller aux principaux points suivants. Donc, la fréquence de travail. Une antenne est construite pour une fréquence ou une gamme de fréquences données. La directivité, elle peut être omnidirectionnelle, le brin vertical, ou bien directive, c'est le Yagi et le parabole. Le gain, c'est les meilleurs gains sont obtenus avec des antennes très directives jusqu'à plus de 50 décibels. Pour les grandes paraboles, l'impédance, c'est l'adapter à celle du câble, soit en général 50 ohms, sauf pour la télévision qui travaille en 75 ohms. La puissance pour l'émission, l'antenne doit accepter la puissance de l'émetteur sans trop de pertes en joules. Donc, vous voyez ici, c'est le brin rayonnant. Et ici, nous avons 3 brins de masse, sachant que L, la longueur, égale lambda sur 4, donc est égale à 12,2 cm. Quelles sont ces caractéristiques? C'est le type, donc ground plane, 1 sur 4 d'onde, l'un quart d'onde. La fréquence, c'est 116 MHz. L'impédance, elle est de 50 ohms. Le rayonnement omnidirectionnel dans un plan horizontal. Le gain, elle est de 2,15 décibels. La polarisation, elle est verticale. La puissance maximale, elle est de 200 watts. Le ROS inférieur à 1,2. Des connecteurs ultra haute fréquence femelles. En plus de la masse, elle est de 0,9 kg. Donc, une remarque, si le constructeur donne un rapport d'onde stationnaire, c'est que l'impédance ne vaut pas rigoureusement 50 ohms. Maintenant, on va voir le champ créé par une antenne directive. Lorsqu'on établit une liaison radio entre deux points éloignés d'une distance D, on peut évaluer l'intensité du champ électrique E au niveau de l'antenne de réception. Exemple, ici j'ai un émetteur P0 et pour la même chose pour le récepteur, sachant bien une distance D, le gain du premier émetteur, l'antenne Lula G1 en décibels, le deuxième gain c'est en décibels aussi. Donc, avec une antenne d'émission isotrope, la surface grand S au niveau du récepteur reçoit une densité de puissance P égale à P0 sur S, qui est égale à P0 sur 4PD carré en watts par mètre carré. Donc, comme l'antenne d'émission a un gain G1 dans la direction utile, la densité de puissance devient P égale G1 fois P0 sur S, G1 par P0 sur 4PD carré. Donc, le champ électrique E au niveau du récepteur devient donc E égale la racine de 120 pi fois P égale à la racine de 30 G1 P0 sur D en volts par mètre. Donc, les applications, nous avons avec un gain G1 égale à 12 dB égale à 15,8, un émetteur de 10 watts produit à 5 km, un champ E égale
La racine de 30 par 15,8 par 10 sur 5000, donc est égale à 13,8 millivolts par mètre. Pour le bilan de puissance de la liaison, j'ai que la puissance PR du signal capté par l'antenne et noyé à l'entrée du récepteur se calcule grâce à la formule de Free. Donc, j'ai G1, le gain, le deuxième gain, l'émetteur-récepteur avec une distance. La densité de puissance au niveau de l'antenne de réception s'écrit par P égale à G1 P0 sur S égale à G1 P0 sur 4 pi d carré en watts par mètre carré. J'ai que l'antenne de réception caractérisée par sa surface effective A2 reçoit une puissance PR égale à A2 par pi avec A2 égale à G2 par lambda au carré sur 4 pi. La puissance reçue PR vaut PR égale G1, G2, P0 fois lambda sur 4 pi D, le tout élevé au carré en watts. Donc, c'est la formule de Fries. Si on exprime la puissance en décibels et le gain en décibels mètre et le gain en décibels, la formule de Fries devient, après simplification, donc GPR égale à P0 plus G1 plus G2 moins 20 log de F moins 20 log D plus 147,5. Donc, on s'arrête pour cette partie, pour cette vidéo ici. On termine la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien vous pouvez me proposer d'autres modules. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Shukran.